Bonjour, Kimi Parent, directeur gestion de portefeuille pour la Banque nationale. Bon matin tout le monde, Émeric Trottier, je suis conseiller principal pour la région des Landes du mouvement Desjardins. Bonjour, mon nom est Viviane Dorval, je suis la présidente du groupe Diapason et je travaille en fusion et acquisition. Bonjour, Jérémy Dessert, je suis analyste expert pour l'Autorité des marchés financiers. Donc, l'équipe E, c'est dès que vous êtes prêts. La liberté 55. Un objectif pour lequel nous devrons travailler toute notre vie et qu'on doit évidemment planifier d'avance. Du côté de l'entreprise, le départ d'un employé clé peut fortement l'affecter, surtout s'ils n'ont pas une personne qualifiée et prête à la remplacer. Dans notre cas, avec DGIM, la retraite précipitée de Mme Gambi a été l'élément déclencheur de certaines enfreintes au Code d'éthique CFA. Je me présente, mon nom est Jérôme, je suis aujourd'hui accompagné de Sarah et Thomas, et aujourd'hui, nous allons vous présenter notre analyse ainsi que notre plan d'action pour l'entreprise DGIM. La première situation concernant l'entreprise DGIM concerne la structure de frais. L'entreprise facture 1 % de l'actif sous gestion ainsi qu'un 20 % de l'augmentation mensuelle du fonds nourricier. Jusqu'ici, tout va bien. On présume que l'information est présente dans le prospectus. Par contre, l'entreprise reçoit également un 0,05 % de l'actif annuel investi dans le fonds maître. Cette information n'est pas communiquée aux clients à la demande des gestionnaires de l'entreprise. Donc, nous avons un conflit d'intérêts ainsi qu'une responsabilité en tant que supérieur hiérarchique qui s'applique dans cette situation. La prochaine situation est celle d'André Northbott qui détient son titre CFA. André Northbott, c'est également un ami de longue date de Jack Dorsey, puis il possède sa propre société au sein de laquelle il gère son fonds, le Snake Fund. Il utilise la stratégie Split Strike avec une synchronisation du marché. Pour déterminer quand il doit agir, il a eu recours à 2 experts qui ont bâti un modèle exclusif pour lui. Il utilise ensuite les signaux et les rendements qui ont été produits par ce modèle, puis il les partage avec ses clients. Le problème, c'est qu'à la base même de ce modèle-là, les limites et les hypothèses, il ne les comprend pas. Il y a donc visiblement un problème avec la norme 5A, diligence et base raisonnable, considérant qu'il n'a pas poussé son analyse pour comprendre suffisamment c'est quoi les incidents sur ses clients. Ensuite de ça, face à un conflit d'intérêts apparent, Jack Dorsey a mandaté Chauncey Peck de faire l'analyse sur le Snake Fund. Donc, Chauncey Peck, c'est un analyste, puis plutôt que de faire son analyse dûment et correctement, il reçoit beaucoup de pression de Jack qui devrait pourtant s'éloigner de la situation. Au final, il néglige son analyse, il passe certaines parties et il en fait d'autres vraiment plus rapidement, ce qui fait qu'il n'a pas respecté la norme 5A. En fait, Chauncey Peck, on n'est pas certain s'il a son titre CFA ou s'il est candidat CFA, mais on assume que si c'est le cas, le code s'applique à lui, donc il y aurait un problème pour cette norme. De plus, pour Jack, il y a un problème pour la norme 4C, responsabilité en tant que supérieur hiérarchique. Comme il y a une responsabilité supérieure, il aurait dû laisser Chauncey Peck faire son analyse correctement et bien adéquatement, alors que ce n'est pas du tout le cas. Puis à la fin, il a même accepté l'analyse, sachant qu'elle était bâclée. Ensuite de ça, on a Skip Madison. Skip Madison, il possède son titre CFA, puis il est administrateur chez Barks & Stevens. Il rencontre Jack Dorsey parce qu'ils ont conçu un produit structuré qui pourrait intéresser certains des clients de DGIM. Pendant la rencontre, il lui explique qu'il va avoir des frais de gestion et des frais de marketing qui vont être déduits directement du rendement brut du fonds, du produit. Ça, en fait, c'est pour éviter qu'il y ait un conflit d'intérêts entre les gestionnaires. Par contre, le problème, c'est que ça, après, les frais, ils vont être séparés entre Barks & Stevens et DGIM. Ça, ce n'est pas mentionné dans le prospectus. De plus, DGIM va aussi recevoir des honoraires payés d'avance de la part de Barks & Stevens en fonction du montant qui est investi par ses clients dans le produit. Par contre, Jack, lui, il décide que ce n'est pas pertinent de le mentionner aux clients parce que cette entente-là, elle ne regarde que Barks & Stevens et DGIM. Pourtant, on voit qu'il y a un problème pour la norme 6A, donc révélation des conflits d'intérêts, parce que ça pourrait vraiment le porter à prendre des décisions ou à suggérer des investissements qui ne sont pas appropriés, simplement pour toucher sa partie des frais et les honoraires. Pendant la même rencontre, Skip Madison lui a aussi expliqué la structure que va avoir le dépôt. Donc, il va avoir un rendement minimal et un rendement maximal, le minimal étant garanti.
Par contre, il lui explique qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de chance, soit environ 0% que le rendement maximal soit atteint, et il y a environ 50% de chances que le rendement ne dépasse pas le minimum garanti. Le problème avec ça, c'est qu'une fois que Jack a reçu ces informations-là, il fait deux brochures, une pour les clients et une pour les gestionnaires. La brochure pour les clients, elle est très différente. Il leur montre 4 situations, donc une si le minimum est atteint, 2 intermédiaires et 1 avec le rendement maximal. Toutefois, il leur présente les 4 situations comme si elles avaient autant de chances de se produire, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il ne leur mentionne pas l'analyse qui a été faite par rapport au rendement. Donc, il y aurait un problème pour la présentation de la performance, donc la norme 3D, puis également dans sa manière de communiquer avec les clients et prospects. Par la suite, il y a le cas de Ford Woodman, qui lui aussi fait partie du CFA Institute. Ford Woodman, c'est le gestionnaire du fonds Woodman Income Equity Fund, ou le fonds WIE, pour faire plus court. Et ce fonds-là fait affaire avec des GM depuis maintenant plusieurs années. La première situation qu'on a relevée avec Ford Woodman, c'est le fait qu'il n'a pas mentionné son changement de stratégie à Jack ni à ses clients. Donc, par le passé, il investit dans des entreprises plus développées et cotées, et maintenant, il investit dans des entreprises qui ne sont pas cotées, des petites entreprises comme des entreprises de biotechnologie. Ici, on voit que la norme 5B, communication avec les clients et prospects, n'a pas été respectée de la part de Ford Woodman, puisque cette norme-là stipule clairement qu'on doit mentionner le plus rapidement possible un changement de stratégie qui peut avoir un impact sur les investissements des clients, ce que Ford Woodman n'a pas fait. Par la suite, Ford Woodman va aller mentionner une autre information à Jack, c'est le fait que l'intention de suspendre les droits de retrait du fonds WIE très prochainement, puisqu'il y a plus de retraits que de rentrées en liquidité dans ce fonds-là. Jack, quand il apprend cette information-là, va demander une faveur à Ford Woodman, c'est-à-dire s'il peut retirer ses investissements, mais aussi les investissements de sa famille avant la suspension de ce droit de retrait-là. En échange, Jack va écrire une lettre aux clients de DGM pour réitérer sa confiance envers le fonds et leur dire qu'ils font une grave erreur s'ils n'investissent pas à l'intérieur de ce fonds-là. Donc, premièrement, on voit qu'il y a une fausse déclaration qui a été enfreinte au niveau de Jack Dorsey, puisqu'il dit une information qui est trompeuse et mensongère pour favoriser ses investissements, mais aussi pour favoriser le fonds WIE et Ford Woodman. Il y a donc aussi une priorité des opérations qui n'a pas été respectée, puisqu'il priorise encore là ces opérations au détriment des opérations des clients de DGM. L'information matérielle non publique a aussi été enfreinte, puisque, encore là, c'est une information qui est non publique, non dictée sur le marché, mais aussi qui est relativement matérielle, puisque les clients vont être obligés de rester dans un fonds qui est en décroissance, donc probablement de perdre des rendements. Par la suite, Ford Woodman va mentionner une autre information à... Oui, il y a quelqu'un. Désolé, je fais un pitch. Là. Je suis vraiment désolé, tout le monde. Par la suite, Ford Woodman va mentionner qu'il a reçu une information de Care Construction durant laquelle ils vont émettre une grande quantité d'actions qui va faire chuter leur action de 30% par la suite. Par la suite, Ford Woodman va prendre une position de vendeur par rapport à Care Construction avant même que cette information matérielle-là soit divulguée au public. Donc ici, on a encore l'information matérielle non publique qui a été enfreinte au niveau de Ford Woodman. Par la suite, Jack Dorsey, suite à cette discussion-là, va prendre une position vendeur sur son propre portefeuille personnel vis-à-vis des actions de Care Construction et va transmettre ces informations-là aux gestionnaires de DGM pour qu'ils vendent leurs actions. Donc ici, on voit encore que l'information matérielle non publique n'a pas été respectée de la part de Jack Dorsey ni de Ford Woodman, mais aussi la priorité des opérations puisqu'il a favorisé ses investissements encore là. C'est ce qui nous amène à notre prochaine et dernière situation concernant Myriam Gambé et Jack Dorsey. En fait, ça se déroule au début du cas lorsque Myriam annonce à Jack qu'elle prendra sa retraite. Du même coup, elle annonce qu'il sera chef des placements. Par contre, l'information communiquée au client par une lettre indique que Jack deviendra co-chef des placements. De plus, il ne mentionne jamais la retraite de Myriam. En fait, ils essaient de la dissimuler. Donc, nous avons une fausse déclaration dans ce cas-ci, ainsi qu'une communication avec les clients et prospects qui s'applique. Donc, comme vous avez vu, toutes ces situations-là nous amènent à un plan d'action. La première action qu'on voudrait avoir, c'est d'avoir une sanction envers Jack pour ses infractions au code d'éthique CFA ainsi qu'à la loi. Donc, le plus important, le délit d'initié. Par la suite, on voudrait avoir une mise en place d'un comité de conformité à l'interne de l'entreprise afin de surveiller les transactions des employés et également vérifier les enregistrements entre les rencontres entre les clients et les gestionnaires de portefeuille. Par la suite, on voudrait recruter un chef de placement expérimenté dans le domaine de la finance qui, lui, pourra emmener son expertise à la firme et maintenir une bonne performance des fonds.
Du côté de Jack, il y aurait un retour à la direction du marketing et du service client, puisque dans le passé, il a bien su démontrer sa bonne capacité de gestion et de performance. Le comité de conformité adopterait également un code d'éthique à l'interne qui pourrait encadrer les pratiques des employés. Puis le dernier point, implémenter un programme de relève, tel que mentionné en introduction. Il est important pour l'entreprise d'avoir un programme de relève dans l'éventualité où que nous avons des retraites d'employés qui détiennent des postes clés ou également dans l'éventualité d'un départ soudain et non planifié. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation. Merci de votre écoute. Nous allons maintenant être prêts pour la période de questions.